Merci à vous de nous retrouver en ce dimanche matin, début de semaine à Tel Aviv, à Paris, le week-end continue. Heureux de vous retrouver en tout cas, où que vous soyez. Au programme aujourd'hui de notre matinale, il sera question, comme chaque dimanche matin, de politique avec Dror Even-Sapir. Il y a de quoi faire, avec notamment la démission surprise jeudi soir d'Avigdor Lieberman, le ministre israélien des Affaires étrangères. Nous en reparlerons donc avec Dror. En deuxième partie d'émission, nous recevrons Ariel Schweitzer, spécialiste du cinéma israélien, qui viendra nous décrypter certaines nouvelles productions bleu-blanc sorties sur les écrans français. Mais on commence tout de suite avec vous, Maxime Pérez. Bonjour. Bonjour André. On va parler de la situation dans les territoires disputés en Israël, à Jérusalem notamment, mais surtout à Hebron. Hebron qui est depuis la semaine dernière le théâtre de violents affrontements entre notamment les forces de sécurité palestiniennes, les soldats israéliens et les habitants sur place. Pourquoi cette ville est-elle si controversée ? Hebron pour les Palestiniens et les Occidentaux, c'est la plus importante ville de Cisjordanie, de Judée-Samarie, 250 000 habitants, 250 000 Palestiniens, et au cœur de cette ville, 600 habitants juifs dans un quartier qui sont et ce qu'il faut protégés souligner, c'est que ces 600 habitants jouissent d'une sécurité particulièrement rapprochée, puisque protégés par autant de soldats. Ils sont protégés par 600 soldats qui bouclent le périmètre, qui établissent des contrôles en différents secteurs de la ville, différentes artères, de manière à protéger cette enclave. C'est ainsi qu'on peut la définir. Et bien sûr, cela crée des contacts au quotidien avec la population palestinienne, des contacts, des frictions donc, et évidemment, dès qu'il y a des tensions dans la région, dans la bande de Gaza ou ailleurs, en Cisjordanie, comme on voit ici sur ces images, tout de suite, c'est l'embrasement. C'est exactement ce qui s'est passé la semaine dernière, où des jeunes Palestiniens sont tout simplement allés provoquer, chercher la confrontation avec les soldats israéliens, là où ils sont stationnés, c'est-à-dire à l'entrée de ce quartier juif au cœur de Hebron. Maxime, est-ce qu'on peut craindre, quand on voit ces images, c'est un petit peu la crainte que l'on a, et c'est ce que les observateurs du monde entier tendent aujourd'hui à dire, est-ce qu'on peut craindre une troisième intifada ? Eh bien, évidemment, à la vue de ces images, le risque existe clairement. Et d'ailleurs, pour un petit peu corroborer ces affrontements, on a vu, il y a cette vidéo qu'on va voir tout de suite à l'image, qui a été réalisée par plusieurs activistes palestiniens issus de différentes factions. Il y a ici des hommes cagoulés du Fatah, de Mahmoud Abbas, du djihad islamique, également du Hamas. Ils annoncent la création, c'est l'appellation qu'ils ont donnée à l'organisation, d'un front unis de résistance pour libérer les territoires palestiniens. C'est ce qu'ils disent de l'occupation israélienne. Et voilà, ils menacent donc de nouveau d'actions armées, d'une intifada. Donc un front commun, djihad islamique, Hamas et Fatah, pour, selon ce qu'ils disent et ce qu'ils prétendent, revendiquer l'unité palestinienne et combattre Israël. La troisième intifada est pour eux au programme. Voilà, c'est très clairement dans leur agenda. C'est ce que suggère ce message vidéo très menaçant à l'égard d'Israël. Mais évidemment, derrière ça, il y a aussi d'autres images et une autre perception des choses, c'est celle de Mahmoud Abbas, c'est celle de l'autorité palestinienne qui en aucun cas, en fait, contrairement à ce qu'on a pensé la semaine dernière, ne veut perdre le contrôle des territoires, ne veut perdre sa légitimité. On va voir tout de suite des images de la police palestinienne qui s'est déployée massivement vendredi dans les villes palestiniennes. Parce que il y avait ces grands rassemblements organisés par le Hamas dans plusieurs points de Judée-Samarie, de Cisjordanie, notamment à Naplouse. Mais ici, ce sont des images de Hebron, où la police palestinienne, pour la première fois, alors qu'elle était absente de la rue pendant les premiers jours d'affrontement entre jeunes lanceurs de pierres palestiniens et soldats israéliens, eh bien, qui est intervenue passivement. Vous savez, on reproche souvent à l'armée israélienne de ne pas agir ne pas agir en douceur contre les manifestants palestiniens. Vous voyez que ici les policiers palestiniens n'y vont pas de main morte, à coups de matraque, et évidemment ces images desservent à Mahmoud Abbas. Des images qui risquent de nuire donc à Mahmoud Abbas. Absolument, on peut tout à fait imaginer que le Hamas voit ces images de là où il se trouve dans la bande de Gaza, et bien sûr, vous savez, Mahmoud Abbas est accusé d'être le principal collaborateur d'Israël. Ces forces de sécurité aujourd'hui sont dédiées à la sécurité d'Israël. Elles empêchent bien sûr depuis plusieurs années l'éclatement d'une nouvelle intifada.
et cela déplaît fortement au Hamas. On peut tout à fait en déduire que cela freine aussi, dans une certaine mesure, les négociations visant à arriver à une réconciliation entre Fatah et Hamas dans les territoires palestiniens. Vous savez, ça fait des années qu'on parle aussi d'élections en Cisjordanie, dans les villes palestiniennes. Celles-ci ne se sont toujours pas déroulées, parce que le Fatah craint aussi une perte de son pouvoir. Et je conclurai par ces mots, c'est qu'en fait aujourd'hui, Mahmoud Abbas ne souhaite ni printemps palestinien, à savoir ces manifestations de rue qui semblent à première vue tourner contre Israël, mais qui pourrait très rapidement se retourner contre son propre pouvoir. Et il ne veut pas non plus d'une intifada palestinienne qui provoquerait un véritable chaos dans les territoires sous son contrôle et qui ouvrirait la porte au Hamas pour qu'il puisse tout simplement prendre le pouvoir à sa place. Et aujourd'hui, cette problématique, à savoir ni printemps palestinien, ni troisième intifada, pourrait pousser Mahmoud Abbas à reprendre les négociations de paix avec Israël sans condition. C'est sa seule alternative pour éviter le chaos. Donc l'un et l'autre des scénarios qui ne conviendraient pas à Mahmoud Abbas. Merci Maxime de ces précisions. On se tourne vers vous à présent, Dror, pour changer de sujet, mais finalement rester en Israël, puisque ces différentes révoltes et ces différentes journées de violence à Hebron n'ont pas éclipsé l'annonce qui a fait particulièrement l'effet d'une bombe au sein de la scène politique israélienne. Est-ce que vous pouvez nous résumer l'actualité juridique, la situation juridique dans laquelle se trouve Avigdor Lieberman, puisqu'on a vu, il a démissionné. On reviendra sur ce thème un peu plus tard, mais quelle est son actualité juridique aujourd'hui? Écoutez, effectivement, bonjour Nathalie. Alors effectivement, il faut résumer un petit peu le dossier Lieberman, c'est un petit peu complexe. Voilà, plus de 10 ans maintenant que les enquêteurs de la police se sont penchés sur le cas Lieberman. C'est très long, une procédure judiciaire d'une longueur exceptionnelle. Et d'ailleurs, on a beaucoup reproché au système judiciaire et aux enquêteurs d'avoir traîné en longueur. Maintenant, la conclusion, elle est arrivée en fin de semaine dernière avec cette annonce du conseiller juridique du gouvernement, Yehuda Weinstein, avec une bonne et une mauvaise nouvelle pour Lieberman. La bonne nouvelle, c'est que le principal dossier, le dossier le plus grave, a été fermé, faute de preuves, et ce principal dossier, eh bien, il concernait des soupçons de versement de pots de vin par des hommes d'affaires israéliens et étrangers, plusieurs millions de dollars, des sommes vraiment considérables, à des sociétés écrans, des sociétés de paille dirigées par Avigdor Lieberman et par sa fille. Ce dossier a été classé, faute de preuves. Plusieurs témoins centraux se sont désistés, plusieurs d'autres témoins ont tout simplement décédé avant de pouvoir confirmer leur témoignage. Donc le dossier a été classé, le principal dossier a été classé faute de preuves. Maintenant, un dossier mineur, le dossier de l'ancien ambassadeur d'Israël en Biélorussie a conclu et a abouti à un acte d'accusation assez grave contre Avigdor Lieberman pour fraude et abus de confiance. Alors de quoi il s'agit? L'ancien ambassadeur d'Israël en Biélorussie, un certain Zeev Ben-Arieh, aurait transmis à Avigdor Lieberman, son ministre de tutelle, donc puisqu'il est chef de la diplomatie, eh bien, des informations confidentielles sur l'enquête en cours sur le principal dossier. Est-ce que vous me suivez, Nathalie? J'espère que oui. Donc finalement, cette démission, elle intervient un peu de façon surprenante et rien, juridiquement parlant, ne l'y obligeait. Oui, effectivement, rien, juridiquement parlant, n'obligeait Avigdor Lieberman à démissionner, mais Avigdor Lieberman a bien compris qu'il était bien contraint de le faire d'un point de vue public et d'un point de vue aussi peut-être juridique. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Avigdor Lieberman, maintenant, sa principale tâche, son principal objectif, c'est d'obtenir ce qu'on appelle en Israël une transaction judiciaire, dans le cadre de laquelle Avigdor Lieberman reconnaîtrait les faits qui lui sont reprochés dans ce dossier mineur, à savoir fraude et abus de confiance, concernant l'ancien ambassadeur d'Israël en Biélorussie, en échange de quoi le parquet accepterait de le condamner, mais de le condamner à une peine, à une sentence qui serait bien moins grave, bien moins importante, bien moins lourde de conséquences politiques que s'il n'avait pas avouer les faits qui lui sont reprochés. Dror, dans moins de 40 jours, les Israéliens seront appelés aux urnes. Quelles sont les conséquences politiques de ce choix d'Avigdor Lieberman sur les élections
mais sur les prochaines, sur la campagne législative, mais sur les prochaines élections également. Alors, on va en parler tout de suite, mais pour quand même terminer et compléter ma réponse à votre deuxième question, Nathalie. Si Avigdor Lieberman a pris quand même un pari assez risqué, parce que si, malgré tout, malgré la transaction judiciaire qu'il est en train de négocier très probablement, si malgré cela, eh bien, la peine est assortie de ce qu'on appelle la qualification d'infamie, eh bien, pendant longtemps, il ne pourra plus exercer de fonctions ministérielles, ce qui pourrait remettre en cause sa carrière politique pour un bon moment en tout cas. On n'a pas encore la réponse à cette question. Il est possible qu'il s'en sorte dans des conditions qui sont de son point de vue tout à fait préférables et qu'il pourrait, dès les élections, donc dans moins de 40 jours, maintenant retrouver son poste de ministre et pourquoi pas son poste de chef de la diplomatie. Maintenant, concernant les autres conséquences politiques, les conséquences publiques, eh bien, d'après les derniers sondages publiés vendredi, publiés en fin de semaine, la liste commune Likoud, Israël Beitenou, dont Avigdor Lieberman est, je vous le rappelle, le numéro 2, ne souffre pas ou souffre peu de ces ennuis judiciaires d'Avigdor Lieberman. Donc on voit sur ce schéma 42 mandats. 42 mandats. Non, en fait, il y a moins de mandats pour la liste commune Likoud Beitenou obtiendrait entre 35 et 39 sièges selon les derniers sondages, ce qui est une baisse par rapport parce que 42 mandats, en fait, c'est le bloc de droite. C'est à la fois le Likoud, Israël Beitenou, mais également Abait Yehoudi. Donc, le Likoud, la liste commune Likoud, Israël Beitenou, ne souffre que très peu de ces ennuis judiciaires d'Avigdor Lieberman, avec 38 sièges, 35 sièges selon le sondage du Yedot Aharonot. C'est nettement moins que ce que les deux partis détiennent à la Knesset actuelle, mais ça leur permet quand même de rester majoritaire, de rester le plus grand parti à la prochaine Knesset, et donc ça donne à Binyamin Netanyahou la possibilité de former son prochain gouvernement. Dror, merci pour ces précisions. On ne s'est pas dit bonjour comme il se doit, alors au moins on se dit au revoir. Au revoir Nathalie, et à très bientôt pour une prochaine chronique politique.